Bonjour, eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'une nouveauté, je dirais, en réadaptation cardiovasculaire. Et j'ai pour cela le plaisir de recevoir Michel Lamotte, qui est un collègue belge qui travaille à l'hôpital Erasme à Bruxelles et qui est kinésithérapeute responsable de l'évaluation à l'effort de patients, en grande partie cardiovasculaires, et aussi de la réhabilitation de ces patients. Donc en fait, la nouveauté dont on va parler, ça va être la réadaptation physique sous assistance ventriculaire. C'est vrai qu'on a de plus en plus de patients qui bénéficient de cette technique et cette technique permet de suppléer au travail du cœur, mais il y a le travail périphérique et je pense que ça a une importance. Donc, quel type de réentraînement vous proposez à ces patients, Michel? Sont des patients insuffisants cardiaques, donc on les entraîne un petit peu sous les mêmes règles de celles observées dans l'insuffisance cardiaque, à savoir un entraînement plutôt dynamique, du aérobie parfois par erreur, et du renforcement musculaire, puisqu'il y a une atteinte périphérique chez ces patients qui est bien connue. On sait par ailleurs que ce système d'assistance ventriculaire fournit un débit cardiaque, mais qui sera fixe ou qui va varier très peu à l'effort. Et donc le patient peut augmenter sa VO2 par une extraction périphérique. Et ça, c'est la place, je pense, de l'entraînement périphérique pour améliorer ses patients au mieux. Oui, alors justement, moi je n'ai pas d'expérience dans le réentraînement, mais il m'arrive de temps en temps que les chirurgiens ou les collègues me proposent des patients à tester à l'effort. Et on est un petit peu démunis par l'interprétation de nos paramètres, puisqu'en fin de compte, comme vous l'avez dit, VO2, on n'a pas d'effet sur le débit cardiaque. On peut avoir un effet essentiellement sur le périphérique. On n'a quand même pas la petite augmentation de débit cardiaque dont vous parliez. C'est parce qu'il y a une augmentation du retour veineux. Comment on explique ça? Vous avez une idée? Alors, c'est pas très clair, mais donc les firmes nous disent en tout cas que malgré le fait que les machines à flux continu actuelles délivrent un débit qui est totalement fixe, il y a une majoration de ce débit, sans doute par amélioration du retour veineux, peut-être aussi par de légère diminution de la poche-charge chez certains patients. Ça, c'est pour la majorité des patients. Maintenant, certains patients arrivent à générer un débit propre qui s'ajoute au débit de la machine. Et c'est comme ça qu'on obtient chez certains patients des capacités d'effort proches des valeurs prédites et qui ne peuvent pas s'expliquer par la machine uniquement. Mais ça demande un entraînement. Je pense que les patients qui n'arrivent pas à générer, à produire un travail de 150 watts n'auront pas besoin d'un débit qui est tel qu'il faut en ajouter un débit natif au débit propre. Et puis certains patients sont capables de générer ça, et d'autres ne sont pas capables de générer ça, et pourront s'entraîner très longtemps et ne s'amélioreront pas. Vont s'améliorer dans une phase initiale, avec un petit effet périphérique, un petit effet central, mais si cet effet central, cœur natif plus pompe, ne survient pas, on n'aura jamais une grosse capacité d'effort. Oui, et alors, si on prend au début, donc vous recevez les patients, vous leur faites à tous un test d'effort avec analyse des échanges gazeux? Oui, donc en tout cas, dans mon équipe, on suit les patients déjà en post-opératoire. Et je pense que c'est fondamental de pouvoir les voir très tôt. On a évoqué au cours du congrès des problèmes d'éducation du patient. Et donc les kinésithérapeutes, par exemple, hein, sont bien placés pour, quand ils font la première marche du patient, quand il le sort de sa chambre, lui apprendre, l'éduquer à gérer ses batteries, sa machine, les alarmes. Et donc on voit déjà les patients à ce moment-là. Alors, la moyenne chez nous, sur 65 patients, c'est une sortie de l'hôpital au 28e jour. Sur 65 patients, je pense qu'il y en a 10 qui sont partis dans des centres de suite, puisqu'en Belgique, ce n'est pas du tout la routine. Et donc, la grande majorité de patients rentrent chez eux en totale autonomie et commencent un programme de réadaptation ambulatoire. Et en règle générale, on arrive à faire un test, une ergospirométrie maximale, quotient respiratoire 1,20, à la 6e semaine. Ça, c'est vraiment la routine maintenant. Test sur lequel on se base pour programmer l'entraînement. Le patient s'entraîne 3 fois par semaine et puis on reteste les choses en gros 3 mois plus tard pour voir comment les patients s'améliorent. Donc dans l'entraînement, vous avez de l'entraînement dynamique, vous avez aussi du renforcement musculaire. Sur l'entraînement dynamique, vous vous basez sur le seuil ventilatoire comme les patients classiques ou est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels vous intervenez?
Donc ça, c'est de l'artisanal, hein. Donc on fait un test d'effort, on va se baser sur la charge maximale atteinte, puisqu'on n'a pas de fréquence cardiaque, on n'a pas de pression artérielle. Et donc en gros, on va utiliser 80% de la charge maximale atteinte. Mais il est clair que si le seuil est très précoce ou très tardif, ça peut s'observer, eh bien on va déroger un petit peu à cette règle-là. S'il y a une limitation ventilatoire, ce qu'on n'a quasi pas observé, mais qui pourrait s'observer, eh bien on va pouvoir bouger un petit peu ce niveau d'intensité. Donc en gros, 80% de la charge maximale, ce qui est un petit peu au-dessus des données qu'on retrouve pour le moment dans la littérature, mais à adapter effectivement en fonction de différents paramètres tels que le niveau du seuil notamment. Donc vous avez dit que c'était artisanal, ça veut dire que vous avez déjà commencé à travailler, vous osez travailler sur du fractionné, c'est des choses auxquelles vous pensez ou... Puisqu'actuellement, vous savez qu'il y a ce débat chez les insuffisants cardiaques, entraînement continu, fractionné, haute intensité, etc. Est-ce que c'est aussi des questions que vous vous posez, puisqu'il faut être rentable, entre guillemets, pour nos patients? Bien sûr. Donc clairement, tous nos patients font de l'intervalle training directement. D'accord. Ils le tolèrent bien? Et ils le tolèrent sans aucun problème. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour un patient d'alterner des phases difficiles et des phases plus faciles. C'est moins monotone. Et je pense qu'à part dans les méta-analyses aujourd'hui, dans les études cliniques bien menées, unicentriques, avec une même population, un même personnel, quand on compare l'intervalle training et le continu, clairement c'est en faveur de l'intervalle training. Alors ça ne ressort peut-être pas dans les méta-analyses, parce que là on commence à mélanger un centre grec, un centre suédois. C'est un petit peu la limite de ces analyses. Des protocoles différents. Mais donc clairement les patients supportent très bien de faire de l'intervalle training et c'est connu dans l'insuffisance cardiaque. Et même sous assistance ventilatoire? Même sous assistance. Ventriculaire, pardon. D'accord. Même sous assistance. Et donc c'est connu, plus le patient est déconditionné, mieux il va répondre à ça. D'accord. De manière assez étonnante, à l'inverse, le sportif de haut niveau aussi répond beaucoup mieux à l'intervalle training, ce qui est assez amusant de voir que les deux extrêmes. C'est la Formule 1 en fin de compte, on pourrait dire. Les deux extrêmes répondent plus favorablement à ce type d'entraînement, moi j'en suis convaincu. Donc quand je dis amateurisme ou artisanat, on le fait. Il y a juste qu'on n'a pas de recommandations aujourd'hui claires qui nous disent c'est comme ça qu'il faut faire, comme ça. Vous aviez parlé tout à l'heure d'éduquer le patient pour qu'il connaisse sa machine. Est-ce qu'il faut que le médecin qui va faire le réentraînement ou le kiné fasse l'effort de connaître la machine d'assistance ventriculaire aussi? Est-ce que c'est très important ou pas? Essentiel ou pas? C'est essentiel. 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 D'accord. Donc on peut avoir des petits accidents de succion, donc quand le patient est un petit peu vide à cause des diurétiques, on peut avoir des courbes qui sont différentes, on peut les visualiser assez facilement à l'entraînement, mais donc il faut comprendre ça. Donc, je pense qu'on ne peut pas entraîner un patient comme ça sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc un effort à faire dans ce domaine. Et puisque vous n'avez pas la fréquence cardiaque, vous allez surveiller sur l'échelle de Borg. Vous surveillez sur quoi le patient pour savoir comment il se situe au niveau de ses capacités? Qu'est-ce que vous utilisez? Donc vélo sur base de la charge et un petit peu du ressenti du patient. Donc on utilise des échelles de Borg aussi. C'est clair que le patient étant testé sur un vélo, quand on le met sur un tapis, là on n'a plus aucun repère. Et donc ce sera essentiellement l'échelle de Borg. D'accord, très bien. Vous n'avez pas eu d'incident particulier, ça c'est pour rassurer nos auditeurs et téléspectateurs? Non, pas d'incident particulier, donc c'est décrit, il y a des cas décrits de problèmes, mais pas forcément liés à l'exercice. Et donc je pense que si on est attentif aux quelques petites complications qui apparaissent, surtout au début de l'histoire, on peut vraiment y aller sans aucun souci. Et sur le plan renforcement musculaire, pas de spécificité non plus? Non, mais donc là non plus, il n'y a pas d'études pour montrer aujourd'hui qu'une modalité est meilleure qu'une autre. Donc on applique un petit peu les règles de l'insuffisance cardiaque. Ça reste des patients porteurs d'insuffisance cardiaque. Bien sûr. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc vous voyez que c'est possible de réadapter les patients sous assistance ventriculaire. Petit effort à faire, c'est comme pour la VO2, il faut connaître nos machines d'analyse des échanges gazeux, il faut connaître les machines qui aident ces patients et puis utiliser à peu près les mêmes protocoles avec une surveillance, la clinique bien sûr primant toujours. Merci beaucoup.